Bonjour et bienvenue dans les investigations de l'étrange du circuit-officiel.be. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour J, celui que vous attendiez tous, c'est le jour de toutes les explications sur l'affaire du poltergeist de la ville de V. Alors, cette vidéo se repose toujours sur un atelier, donc avec toutes ces imperfections techniques, malheureusement, mais enfin bon, ça c'est aussi de la spontanéité, mais ce sera aussi une grande première, parce que nous allons vous présenter une théorie complètement inédite à propos du phénomène de poltergeist. J'ai bien parlé d'une théorie et d'une théorie seulement, parce que pour l'instant, bien entendu, il n'y a pas encore de consensus scientifique. Il faudrait mettre tout cela en équation, procéder à toutes les vérifications, mais on peut déjà prétendre pour l'instant que tout cela se vérifie concrètement, indiscutablement, sur le terrain. Alors, vous êtes en droit de tout comprendre, au même titre que nos requérants, et donc moi je serai dans l'obligation de tout vous expliquer. Mais les explications ne suffiront pas, il faudra bien entendu procéder aux démonstrations, et ensuite, bien, ce que les requérants attendent surtout, parce que les explications c'est bien beau, mais eux ils attendent surtout des solutions. Il faudra également donc que nous les apportions. Alors il est évident que certaines explications pourront être particulièrement complexes, mais parfois dans le scientifique pur et dur. Ce ne sera pas toujours facile, mais nous allons donc faire un effort tout particulier de vulgarisation, de telle manière à ce que tout soit accessible au commun des mortels. Bon, il est grandement temps maintenant d'échauffer vos ménages pour vous préparer au choc. Il est temps d'aller chercher vos pop-corn, les sodas et tout ce qui s'ensuit, parce que bon, on ne va plus traîner maintenant avec des explications. Les explications vont venir après. Maintenant, on est parti avec le débat. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, donc voici enfin les clés des énigmes et leurs solutions. Cette partie de l'exposé sera peut-être la plus belle, du moins je l'espère, mais ce sera en tout cas certainement la plus difficile. Vous avez indéniablement subi un choc émotionnel. Là, on s'adresse toujours aux requérants, hein, n'oubliez pas. Hein, donc, avec FDM, entre autres, c'est l'abréviation de EA. Pour rappel, FDM, c'est l'abréviation donc de la localisation de la maison dans laquelle les requérants projetaient d'aller habiter et où ils ont rencontré des phénomènes absolument époustouflants, extraordinaires, terrifiants, qu'ils soient réels ou non. Nous n'avons rien pu authentifier à ce niveau-là parce que nous n'avons pas de prérogatives judiciaires, je le rappelle, mais on pouvait tout à fait s'en passer, puisqu'il n'y a aucun doute, on peut faire confiance à nos requérants, les phénomènes auxquels ils ont assisté dans leur maison, la maison dans laquelle ils sont revenus habiter, eh bien, nous en avons été témoins, donc il n'y a pas de problème. Et le niveau d'anxiété, le niveau d'émotion est tout à fait clair et net, il n'y a absolument aucune discussion à ce niveau-là. Voilà. Le cerveau présente incontestablement une activité électrique. Si on avait dit la même chose il y a une centaine d'années, peut-être moins, j'en sais rien, eh bien, figurez-vous que certains médecins l'ont fait, des chercheurs, des scientifiques, etc. Ils prétendaient que le cerveau présentait une activité électrique. Et leurs pairs, leurs collègues, les autres scientifiques leur disaient, mais écoute, t'es pas bien dans ta tête, écoute, si on avait une activité électrique dans notre cerveau, tu voyais bien qu'on serait comme des... Hein, tout stressé, tout hirsute, ça n'irait pas, quoi. Et puis de toute façon, sur le plan scientifique, c'est pas possible parce que on a beau essayer de prendre les mesures, on ne relève rien, il n'y a pas de courant qui passe. Ce qui se passait, en fait, c'est que les gens de l'époque ne disposaient pas des instruments pour pouvoir capter l'activité électrique du cerveau qui existe bel et bien et qui a pu être mise en évidence grâce à une amplification du signal, un petit peu comme si on avait pris une loupe et qu'on avait pu agrandir le truc, et ça se remarque très bien à l'électroencéphalographie. Donc ça c'est utilisé couramment en médecine. Maintenant c'est un phénomène qui est très connu. Bon, alors je dis bien que l'activité électrique existe, mais elle reste faible, même si on la grossit comme à la loupe ou au microscope, son intensité au point de vue électrique reste extrêmement faible. Cette intensité varie en fonction des émotions et du stress. On peut le voir, ici, activité normale, ici, une activité désordonnée en cas de stress. Pourtant, sur le plan électrique, ça ne change toujours rien au niveau du signal, au niveau de l'intensité et des potentialités, je vais dire, donc de
cette électricité, de cette activité électrique. Je veux dire par là que ce n'est pas cette quantité d'électricité-là qui est capable d'expliquer quoi que ce soit au niveau du poltergeist en lui-même. Cette puissance est beaucoup trop faible, elle est absolument négligeable. Mais c'est un point de départ, et c'est un point de départ non négligeable, parce que n'oublions pas que le principal problème de la dynamique, ou plus exactement de la mécanique du poltergeist, c'est de pouvoir lui trouver une énergie, quelle qu'elle soit, qui émanerait d'un endroit quelconque, là où se déroule le poltergeist. Cependant, nous avons vu que le poltergeist avait toutes les chances d'émaner des personnes, et non pas d'un démon, d'un jeteur de sorts, de quoi que ce soit, de l'au-delà. Et donc, c'était là qu'il fallait chercher. Dans le cas de nos requérants, il y a cependant addition des activités électriques et contagion émotionnelle. Pourquoi? Rappelons que chez eux, il y a également donc une promiscuité. C'est une famille de 6 personnes qui vivent dans la même maison. Il y a les 2 parents plus âgés, il y a la fille avec son compagnon, et puis il y a 2 enfants en bas âge. Alors, le point de la contagion émotionnelle ne soulève aucune discussion sur le plan scientifique, c'est sûr et certain. Il y a des articles, il y a de la littérature, de la documentation sur le cas en question. Il y a le fait que, bon, on n'est pas en présence d'une personne, mais de plusieurs personnes qui rencontrent le même problème émotionnel et qu'ils se partagent, qu'ils s'entretiennent mutuellement donc cette activité émotionnelle et donc aussi au niveau de l'électricité, de l'activité électrique du cerveau. Mais dans le cas présent, ça n'explique toujours rien pour autant. Alors, attention, une petite précision mais d'importance. Sur un plan strictement mathématique, il n'est pas question d'additionner les intensités ou les activités électriques du cerveau. Il est question de les réunir sous forme d'ensemble. J'explique. Sur un plan strictement mathématique, donc, on ne peut pas se permettre de prétendre une chose comme activité électrique A est égale, on va donner un chiffre comme ça tout à fait au hasard, B est égal à C. Il y a 4 personnes qui sont considérées, donc on ferait comme ceci, et on obtiendrait un total de 400. Ce n'est pas de cette addition-ci dont il s'agit. On a plutôt un ensemble dans lequel on a A, B, C, D, auquel il faudrait d'ailleurs ajouter un E et un F pour représenter les enfants qui eux aussi subissent le stress émotionnel de leurs parents, et l'ensemble fait un tout. C'est dans ce sens-ci que l'on veut parler d'une addition. C'est plutôt donc un ensemble. On retrouve pourtant l'une des conditions de formation du poltergeist, à savoir la promiscuité, je viens d'en parler, donc la notion de groupe, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce que l'on pouvait penser généralement, il n'y a pratiquement jamais un seul épicentre dans un cas de poltergeist, ou en tout cas très rarement, ou alors il faut que le poltergeist soit très faible, mais il y a plusieurs personnes réunies. La contagion émotionnelle peut se propager même chez les enfants en bas âge, chez qui on pourrait parler donc de micro-traumatisme, et là aussi il existe de la documentation, c'est quelque chose de sûr et certain. Sur les enfants en bas âge, mais également sur les animaux. C'est ce qu'on remarque notamment avec le réflexe de Pavlov, et qui peut s'expliquer aussi dans certains cas où l'on s'interroge notamment sur le comportement des animaux, en se disant, eux, ils ressentent certaines choses, et peut-être qu'ils voient des fantômes que nous ne voyons pas. Ce qu'il se passe, en fait, aussi, je ne prétends pas à l'inexistence de cette possibilité d'explication par les fantômes, mais en revanche, ce qui est exact, ce que l'on peut dire objectivement, c'est que l'animal, en l'occurrence il s'agit d'un chien chino-requérant aussi, ressentent l'anxiété de leur maître. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait partie du réflexe de Pavlov. C'est un réflexe de conditionnement. Dans son esprit, il se dit quelque chose du genre, si mon maître est anxieux, s'il a peur, il y a certainement une bonne raison. Comme je suis avec lui, j'aurai toutes les raisons d'avoir peur aussi. C'est un réflexe, je veux dire, assez logique, dont un chien me paraît tout à fait capable de faire, puisque c'est simplement du ressenti, du sentiment au niveau de l'anxiété. Et donc une participation faible au processus de poltergeist, faible, et je dirais même donc trop faible, sauf que bon, on peut considérer qu'il y a une addition
de ces activités électriques, mais c'est de tout de même, en additionnant, ça reste toujours beaucoup trop faible. Donc, quelque part, on pourrait aussi prétendre, si l'on veut, que le chien participe donc à cette contagion émotionnelle. Parce que les requérants voient leur chien qui adopte un comportement qui est tout à fait anormal, ils supposent que le chien voit des choses qu'ils ne voient pas, des fantômes ou quoi que ce soit, ça renforce donc leur côté émotionnel. Alors, donc, l'activité électrique du cerveau a également une incidence sur le sommeil et sur la fatigue. On a remarqué que les requérants étaient très fatigués. Vous remarquez donc ici avec les différents types d'ondes que l'on peut répertorier au niveau du sommeil, les ondes delta, θ, alpha, bêta, gamma, je continue comme ça avec tout l'alphabet grec, hein, qui ont des tracés tout à fait particuliers et caractéristiques en fonction du type d'activité de la personne. Ici le sommeil profond, là la somnolence, ensuite la relaxation, là-bas une attention à son maximum, et ensuite l'excitation. Vous voyez clairement la différence du tracé. Au niveau de l'incidence sur la fatigue, ça génère également des états de conscience modifiés. Par là, il faut faire quand même une petite distinction qui a son importance, c'est qu'on ne traite pas du tout, mais alors là, pas du tout, les requérants de folie, de fou. Ce sont des états de conscience modifiés, ça n'a rien à voir. Hein. Ça peut arriver chez des personnes qui sont tout à fait claires dans leur esprit. Donc, et tout ceci est parfaitement normal et admis, c'est du scientifique pur et simple. Ça peut se vérifier d'ailleurs très facilement dans n'importe quel laboratoire du sommeil qu'on peut trouver dans n'importe quel hôpital qui du moins en dispose. Alors, cela peut notamment provoquer des parasomnies, c'est-à-dire des troubles du sommeil, de la paralysie du sommeil, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire donc des sensations de présence et de phénomènes même d'apparence surnaturelle avec une grande impression de réalité, des apnées du sommeil qui peuvent être très dangereuses pour la santé et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil peut aller jusqu'à la crise cardiaque par exemple et générer lui-même des phénomènes de paralysie du sommeil. Donc il y a aussi là, si on veut, un petit peu le principe du serpent qui se mord la queue. Du somnambulisme, et ceci est intéressant à dire, c'est que le somnambulisme peut atteindre même des bébés déjà à partir de 6 mois, ce qui paraît tout à fait étrange. Alors, donc tout ceci fait boule de neige, vous êtes plus sensible à l'émotionnel, ce qui augmente à son tour la contagion. Donc ça c'est assez clair. Ici j'avais l'exemple d'un bébé somnambule avec une animation et on voyait le bébé qui carrément se mettait debout dans son lit en se tenant au barreau, puis il monte au barreau, il arrive sur la barre et il se tient debout en équilibre sur la barre du lit. L'image est assez impressionnante parce que ça se passe dans une semi-obscurité et c'est un jeu de lumière, évidemment, ses yeux brillent dans l'obscurité, ce qui lui donne un aspect un peu démoniaque. Ça reste un bébé, c'est simplement une question de luminosité, c'est tout. Et puis après, au bout d'un certain temps, mais il faut quand même un certain temps, il se retourne, probablement qu'il constate qu'il est en hauteur et qu'il tient par miracle, il se casse quand même la figure, il tombe, heureusement sans se faire trop mal. C'est qu'on ne le voit pas. Parce qu'on n'a pas le fichier, comme précédemment. Ah, Tout simplement. Maintenant, bon, tu l'as pas exporté. si tu fais le recherche bébé somnambule, tu peux Oui, tu oui, peux le caster, hein, éventuellement. bien sûr. Et vous allez voir que je ne vous raconte pas des bêtises, ce qui me permet d'un petit peu de meubler, en compagnie de mes amis de Ripless. Ah, je l'aurais cité pas mal de fois aujourd'hui, Ripless. Ripless qui en fait sont des urbexeurs. Alors, sur les apnées du sommeil, j'avais également prévu un documentaire, mais on peut s'en passer parce que c'est surtout du médical qui ne fait qu'expliquer le comment du pourquoi, quelles sont les personnes qui sont plus sujettes que d'autres à en être atteintes et les risques médicaux rencontrés, de même que ce qu'il y a moyen de faire, notamment donc le fameux masque appelé également CPAP, ou bien alors également donc le système de... Voilà, il s'agit en fait d'une orthèse avancée mandibulaire. Comme ça, c'est clair. Alors, ces gens sont enclins à attribuer les phénomènes au surnaturel. Ça, c'était très visible. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a essayé de faire aussi une espèce de petite thérapie au moyen de cet ensemble de diaporamas. Enclin à attribuer les phénomènes au surnaturel, c'est assez normal chez les personnes qui sont pieuses, puisque forcément déjà ils croient en Dieu, donc ils ont tendance à croire au diable, quoique pas forcément, ainsi que à tout ce qui s'y rapporte, les démons, etc. Et sinon, on a toujours la même logique, on ne va pas faire appel à un prêtre, etc.
les succubes, les incubes. Succubes et incubes qui évoquent quelque part aussi très bien donc le fait que par leur propension donc à croire aux choses du surnaturel, ces gens rencontrent bien donc un problème en relation avec la sphère sexuelle. Et bon, encore une fois, le mal-être est évident. Le problème émotionnel contribue à générer ce mal-être qui décidément est récurrent dans les affaires de poltergeist. Pourtant, rappelons-le que dans votre cas, je rappelle que normalement on s'adressait à des requérants, il n'est pas question de démons, ni du diable, ni de sorcellerie, ni de sorts jetés, rien de démonologique, ni en provenance de l'au-delà. Rien, j'insiste, avec un point, rien en rouge, avec un point d'exclamation, en gros, encore une fois, pour enfoncer le clou, non, c'est pas du surnaturel. Bon, mais alors il va falloir expliquer. Tout au plus, euh, y a-t-il chez eux une ou plusieurs disposant de certaines facultés extrasensorielles, qui ne sont finalement qu'une question de sensibilité et d'ouverture? C'est aussi parfois une condition d'apparition du phénomène de poltergeist. Alors, il nous a bien été dit de la part des requérants, mais, avouons-le, on n'a pas fait de test, ni de test de Rhein, ni de Gonsfeld, par exemple, pour vérifier s'il y avait bel et bien des facultés extrasensorielles. On va les croire sur parole, de toute façon, ça n'a pas grande importance à partir du moment où la valise se promène toute seule. Malheureusement, bon, pour ces requérants, ils cumulent les problèmes ou les conflits. Même inconsciemment, il peut y avoir un complexe à comprendre, ou en double sens, un complexe de culpabilité dans l'intimité sexuelle. Pardon. En effet, on a deux chambres contiguës dans un ensemble de promiscuité générale. D'un côté, il y a la chambre des parents, je dirais, qui sont sexagénaires, et de l'autre côté, la chambre de la fille et de son compagnon, ainsi que des enfants qui dorment dans la même chambre. Mais les parents peuvent se sentir coupables de nuire à l'intimité sexuelle du couple, qui déjà lui-même est dans une situation un peu scabreuse puisqu'il y a les deux enfants en même temps dans la même chambre. De la même façon, les enfants, enfin la fille et son compagnon, peuvent se sentir coupables de nuire à l'intimité sexuelle de leurs parents. Ce n'est pas parce qu'ils sont sexagénaires qu'ils sont agénaires, donc privés de sexe. Bon, évidemment. Donc l'intimité sexuelle est elle-même problématique à brève et à longue échéance. Ils doivent bien se rendre compte que la situation ne pourra pas rester comme ça éternellement, tout simplement parce que les enfants s'agrandissent, ça a même tendance à grandir vite, ils ne pourront pas pousser les murs, ils ne pourront pas inventer des nouvelles pièces à moins d'en construire, ça va devenir compliqué. Et donc le problème risque de se prolonger si on ne trouve pas rapidement une solution. Il y a d'autres problèmes relationnels divers et peut-être inconscients. Alors bon, il va falloir citer quelques exemples. Exemple d'Arquatripon, où Éric Barbet est considéré, je le rappelle, comme l'épicentre, mais peut-être faussement, sans doute faussement unique des phénomènes, était hébergé donc chez les D, était le fiancé de leur fille cadette Nathalie. Mais le père adoptif, très pieux, rappelons-le, leur refusait des relations sexuelles tout en les autorisant à dormir ensemble. C'est paradoxal, mais c'est aussi un supplice de Tantale et une épée de Damoclès. C'est bien dit, n'est-ce pas? Alors, Éric Barbet et Nathalie n'avaient pratiquement aucune intimité, ils vivaient dans une maison, ils ne prévoyaient pas euh, une personne de plus avec une famille nombreuse, donc problème de promiscuité. Alors Éric est arrivé peu avant la Noël, et sa fiancée s'appelle Nathalie. Noël, c'est relatif à la nativité, c'est bien la nativité de Jésus. Et sa fiancée s'appelle Nathalie. Rapport clair avec la natalité. Et en plus, celle-ci avait d'autres prétendants, donc il y avait un problème de jalousie. C'est un véritable supplice pour Éric Barbet. On s'étonne qu'il y ait un phénomène catalytique d'extériorisation. Eh bien, en tout cas, on peut vraiment supposer qu'on y est très proche.
Vraiment, toutes les conditions qui sont réunies. Je vais peut-être passer pour une débile, mais c'est quoi la différence entre nativité et natalité? Que la nativité, par exemple, et bien donc ça c'est la naissance de Jésus à Bethléem, et la natalité, eh bien c'est le nombre de naissances par rapport au chiffre de la population.